Du coup, je vais attaquer direct, hein. En fait, je vais vous parler de la créativité en entreprise et deux notions en fait qui paraissent un petit peu complètement éloignées, mais on va essayer de les rapprocher. Pour montrer qu'on peut être performant en entreprise en développant sa créativité. Du coup, j'ai 20 minutes pour vous convaincre déjà que c'est pas un sujet philosophique, hein. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent. Et j'ai 20 minutes pour vous convaincre aussi bah, que la définition a changé en fait en pas mal d'années et que du coup il y a tout un intérêt à s'intéresser justement à cette notion de créativité. Euh, du coup on va commencer par quelques chiffres, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et ensuite on va parler très rapidement du développement personnel parce que ça c'est différents axes en fait qu'on va voir qui vont nous permettre de poser un socle solide justement pour pas partir n'importe où avec justement le- la pensée créative. Et enfin, on terminera par quelques conseils pour à la fois l'entreprise et chaque personne pour essayer justement de susciter cette volonté d'être créatif dans le cadre de son travail. Donc du coup, quelques chiffres. Alors, déjà, une définition. En fait, voilà, je veux casser les pattes à une légende qui concernerait, qui dit que la créativité est réservée aux artistes, au délire imaginaire ou autre. Non, en fait, il y a une étude qui a été faite et quand on interroge en entreprise les personnes au sujet de la créativité, ce qui en ressort, c'est que la vraie définition, celle qu'on a actuellement en tout cas, c'est essayer de trouver de nouveaux moyens pour résoudre des problèmes. Euh, donc voilà, pas forcément rester dans justement la, la routine du quotidien et faire des tâches de support répétitives. C'est essayer à un moment donné de se poser et puis trouver une solution, aller s'inspirer peut-être d'autres domaines pour justement mettre au point cette solution. Voilà. Je me suis pas mal appuyé sur une étude de Steelcase que j'ai mis en lien à la fin. C'est une boîte qui fournit du mobilier, mais ils sont partis sur une étude assez intéressante justement sur la créativité en entreprise. Je vous laisserai l'étude à la fin. Donc déjà, premier constat, c'est quoi le premier frein justement à cette créativité qu'on a tous initialement, mais qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, ça va être notre cerveau, la manière dont on pense. À savoir que pour être efficace, en fait, on va faire des raccourcis dans nos pensées, c'est-à-dire des choses répétitives, on va se conforter dedans. Premier exemple, c'est quand on va en voiture au travail, et on a des automatismes et on débranche le cerveau. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais on a ça aussi dans notre travail de tous les jours. On peut être facilement amené à se laisser porter par le répétitif. Euh, Exemple simple, hein, en support prod par exemple, c'est assez régulier de voir des personnes aller résoudre chaque jour le même problème, passer du temps à ça, alors que si on se pose un petit peu, on est capable peut-être de trouver une solution pour résoudre les problèmes de prod et de se libérer du temps pour faire autre chose. Donc ça rentre dans le cadre de la créativité, en tout cas à mon sens. Euh, donc voilà, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que les deux domaines, qui sont a priori éloignés, la créativité qu'on va qualifier avec, voilà, c'est le domaine de l'imagination, de la nouveauté, de l'inspiration. Parfois ça peut faire peur parce qu'il peut y avoir de l'incertitude, du changement, même parfois de l'impro. Et l'entreprise, vous avez sans doute déjà constaté qu'il y a une résistance au changement. Vous changez d'application tout un panel d'utilisateurs, euh, ils ne vont pas tous être enthousiastes à changer parce qu'ils avaient leurs habitudes. Ça les confortait aussi dans leur capacité justement à faire leurs tâches. Là, ils vont devoir apprendre, donc c'est un effort. Du coup, c'est pas forcément rapprocher ces deux notions. Donc on aime bien aussi en entreprise avoir des process et des méthodos, c'est normal. D'ailleurs on a une team process et méthodos, hein. Euh, Parce que justement ça nous met sur des rails, ça va instaurer une certaine rigueur. Et on aime bien aussi être organisé en entreprise de manière à pouvoir prévoir l'avenir et ne pas avoir de surprise. Donc du coup, comment on rapproche ces deux mondes? On va essayer de voir ça. Et sachant qu'une chose à retenir aussi, c'est que en entreprise, justement, ce qui va différencier l'esprit d'entreprise et puis l'esprit créatif, c'est que
dans le processus de création, ce qui va compter, c'est vraiment la démarche. C'est pas forcément le résultat à chaque fois. Donc ça peut être difficile à admettre. Alors que dans le cadre de notre travail, on attend des résultats, j'ai envie de dire, peu importe la solution, le résultat, c'est ce qui compte. Alors, l'étude qui a été faite par Steelcase, ce qui en ressort, c'est que d'un côté, quand même, les dirigeants aiment bien les personnes créatives, sauf que la plupart des salariés, ils ne se sentent pas forcément encouragés à faire preuve de créativité. Ce qu'ils ont identifié lors de cette étude, c'est... Ah oui, j'avais une petite note, c'est juste que du coup, en fait, le danger pour l'entreprise de ne pas laisser une place à la créativité, c'est qu'elle reste toujours sur ce qu'elle a établi à un moment donné et qu'elle ne progresse pas aussi, que ses concurrents puissent justement la dépasser parce qu'il n'y a pas eu d'innovation dans cette entreprise. Donc du coup, les facteurs limitants, ce qui en ressort, en fait, c'est déjà la lourdeur des process. On peut imaginer qu'un découpage des tâches et puis le fait qu'on va se spécialiser dans une monotâche, on va être pris au quotidien. On le voit chez certains de nos clients où certaines équipes sont surchargées au point de ne pas pouvoir se libérer un peu de temps pour essayer d'automatiser justement leurs tâches et leurs problèmes. Donc prendre du recul là-dessus, ça va impliquer un minimum de créativité au sens trouver des solutions pour justement supprimer ces tâches répétitives. Autre facteur, voilà, j'en parlais juste à l'instant, la charge de travail, qui vient un peu contrecarrer la créativité. Des locaux non aspirants, ça apparaît quand même en troisième position, hein, voilà, des locaux avec des murs blancs, rien qui permette de s'épanouir, ça peut casser un petit peu cette volonté d'être créatif. Et enfin, voilà, travailler sur du legacy, ça peut miner aussi le moral. Donc c'est bien toujours de se tourner vers des technos plus récentes et sans pour autant être technovore. Technophile, c'est sain. Technovore, ça peut nous enfermer dans cette itération constante au point de s'intéresser plus à la techno qu'au service qu'elle fournit. Et puis enfin, le mythe dont je parlais, hein, c'est pas réservé aux artistes. Et puis on pense souvent que ça s'apprend pas, c'est inné. Il y a quand même des pistes pour justement faire ressortir notre instinct créatif. Alors bon, je me suis dit que, histoire de ressortir avec une info, si jamais le reste ne suffisait pas, un peu de vocabulaire, la sérendipité, tout simplement. Je vais prendre un exemple simple pour définir la sérendipité, c'est la découverte du rayon X. Et typiquement, c'est un super exemple de sérendipité, c'est-à-dire ça a été découvert par hasard, et la personne qui a découvert ça, c'est Röntgen, avec les tubes de Crookes en fait. Il a laissé poser une espèce de tube cathodique sur la table, et puis il n'a pas fait exprès, mais il y avait une espèce de feuille de papier sur laquelle c'est imprimé, on va dire, l'image au rayon X d'un objet qu'il y avait entre le tube et la feuille. Et c'est comme ça qu'on a découvert les rayons X. Et du coup, il y a eu tout un tas d'applications. La sérendipité, c'est la conjonction du hasard et la sagacité, en autres termes, pour dire en gros la perspicacité d'une personne à voir justement l'intérêt d'une situation qui arrive par hasard. Et ça, voilà, ça peut être aussi la découverte du continent américain en décidant d'aller en Chine. Je crois que c'est, je sais plus que, ouais, peut-être Christophe Colomb est parti de l'autre côté et puis il est tombé sur un continent. Voilà, typiquement un cas de sérendipité. Je vais passer là-dessus parce que je suis pas sûr d'avoir le temps. Donc juste un petit point par contre, voilà. Là on va commencer à rentrer dans les pistes justement pour développer la créativité, mais pas la développer n'importe comment, c'est-à-dire assurer un socle solide et une manière de penser pour pas partir en tous les sens, c'est-à-dire l'esprit critique. Je vais commencer, on voit ma souris, voilà, par la première chose. Alors ce que vous voyez là, vous pouvez imaginer des checkbox et au quotidien essayer de faire en sorte de cocher toutes ces checkbox dans votre manière de penser. À commencer par la curiosité en fait. J'ai envie de dire, soyez curieux.
quel que soit le domaine, essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Ça peut paraître basique, mais on peut très vite s'en éloigner. Et il faut essayer de faire l'exercice pour toujours enrichir justement ces horizons avec derrière une volonté d'appliquer justement des choses qui se feraient dans d'autres domaines, pas nécessairement dans le développement ou autre, hein, ça peut être dans un domaine métier. Euh, je prends un exemple simple, le Kanban qu'on connaît tous, ça vient à la base de l'industrie, et vous le savez peut-être déjà, hein. Le Kanban, c'était dans les entreprises japonaises. L'idée, c'était de pouvoir étiqueter, quand on construisait un objet dans une chaîne de fabrication, on étiquetait les différentes étapes et on passait au département suivant, et puis on changeait d'étiquette, et ça permet de suivre justement la construction. Et on pouvait aussi dire, tiens, là, j'ai plus besoin de construire plus de cette partie-là de l'objet, donc le Kanban nous permettait de communiquer entre les différents départements. Typiquement, on l'a repris en agilité, en mode Kanban, ça fonctionne de manière dématérialisée, et puis c'est une idée qu'on a repris de l'industrie. Euh, Ensuite, évaluer l'information. Alors là, je parle bien des bases solides, hein, justement, pour la créativité. Donc, évaluer l'information, ça va être... je prends un exemple, Stack Overflow, c'est cool, j'y vais quasiment, enfin très souvent. Euh, c'est pas non plus 100% source de vérité, même si on trouve souvent des solutions. La source de vérité, ça reste toujours les specs, les normes, la doc officielle de la techno que vous utilisez. Et parfois, ça peut être opposé à une solution qu'on va trouver sur Stack Overflow. Même si, pour le coup, il y a un gros travail collaboratif et on peut noter les réponses de Stack Overflow. Mais l'idée, voilà, évaluer l'information, c'est aller souvent directement à la source. Même si on rentre par Stack Overflow, on va à un moment donné quand même aller vérifier dans la doc que ce qui est établi est viable. Donc ensuite, chercher à penser par soi-même. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais l'idée c'est vraiment de forger sa pensée et son esprit critique pour ensuite pouvoir laisser son esprit créatif aller à l'exploration d'idées et de solutions pour résoudre un problème sans pour autant tomber dans des pièges d'une désinformation ou voilà, quelque chose qui pourrait fausser notre pensée. Je regarde juste s'il y avait des choses essentielles. Oui, et confronter les interprétations. Donc ça, on va le voir après sur un slide qui en parle un petit peu. J'ai envie de parler du biais de confirmation en fait. Quand vous discutez autour de vous, on a tous tendance à se rapprocher des personnes qui ont les mêmes pensées que nous, les mêmes avis, les mêmes opinions. Du coup, ça crée une espèce d'enfermement. Et du coup, l'idée, c'est de toujours s'ouvrir à des pensées différentes et à susciter le débat. Le débat, qui est confronter les interprétations. D'ailleurs, le sens de débat, débattre, initialement, c'est ne pas se battre. À l'époque où on se battait facilement pour un désaccord, l'idée du débat, c'est justement d'éviter de se battre. Donc, c'est de discuter et d'échanger. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours essayer de rester dans tous ces axes et de les développer un maximum. Et une fois qu'on y arrive, on a une base solide pour libérer sa créativité. Donc là, on va rentrer dans le dur. Des techniques qui existent en entreprise, le design thinking. Anciennement, on pourrait appeler ça le brainstorming. En fait, alors ça va être plus au niveau d'entreprise que de l'individu, mais ça va essayer de réunir des compétences, de dire on va faire un workshop avec du métier, de l'IT, pourquoi pas du marketing, de la com, etc. Et tous ensemble, avec nos compétences complémentaires, on va essayer de créer des choses qui soient bénéfiques pour l'entreprise. Et du coup, c'est souvent très motivant pour tout le monde parce que ça laisse la part justement au fait de pouvoir participer à un projet, d'être moteur et de susciter justement sa créativité. Donc première étape, c'est déjà réussir à se réunir entre tous les métiers.
Ensuite, c'est imaginer plein de solutions pour mettre en œuvre une solution ou un produit. Et l'idée, c'est de ne pas se mettre de barrière. C'est-à-dire, même si au départ on imagine un budget faramineux pour faire tel projet, c'est pas grave. On met noir sur blanc nos idées, et après on voit comment on peut se rapprocher de ce produit ou de la solution en élaguant, en essayant de remplacer telle chose par telle autre chose, pour rendre justement le projet viable et le transformer en produit concret ou service concret, quoi. Et ensuite, un autre outil pour développer sa créativité, ça va être la pensée divergente. Bon, c'est un terme qui veut dire un peu plus que... Voilà, en plus simple, c'est juste, on a un problème, on s'arrête pas. Ça fait 5 minutes ou il reste 5 minutes? Parfait. Merci. Ah, ça passe trop vite. Du coup, l'idée c'est que quand on a un problème, on s'arrête pas à la première solution. On s'arrête pas à la première solution, on en imagine d'autres, on les confronte, on regarde quelle est la solution à la fois la plus viable, mais pas celle qui va nous prendre un temps fou. Enfin, en fait, l'idée c'est de penser à une multitude de solutions à un problème pour une multitude de résultats possibles. Et après, on filtre. Plutôt que de s'arrêter à la première solution. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y a un mec qui a fait un test de Jackson, test du trombone. J'ai trouvé des sources qui sont pas super concordantes, donc on prend avec des pincettes. Mais l'idée c'est de dire, vous dites à des enfants, imaginez des usages différents d'un trombone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un trombone? Ils vont vous trouver 200 utilisations. À 5 ans, ça c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. 98% des enfants sont largement capables de trouver 200 usages. 3 ans plus tard, ça chute à 30%. Adolescents, là, ils sont préoccupés par d'autres choses, donc ça chute à 12%. Et du coup, voilà, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a paumé en route quand on devient adulte? C'est peut-être qu'on n'a pas gardé justement cette ouverture au monde. L'enfant, il a envie de tout découvrir. L'adulte, il est dans ses process. L'idée, c'est toujours avoir ce regard d'enfant et de vouloir tout comprendre, pour pas perdre ça. Après, il y a peut-être le système éducatif qui joue. Ensuite, ça je voulais vraiment parler, parce que justement, c'est ce que je disais, l'enfermement informationnel. Google, c'est un outil formidable, un moteur de recherche, même si je l'ai déjà cassé dans le passé. Le truc, c'est qu'on a tendance à se conforter dans ce qu'on recherche, parce que justement, les algos de recherche, ils sont personnalisés aussi, en fonction de ce que vous avez déjà cherché dans le passé. Il va vous pousser des résultats qui, finalement, vous confortent dans vos idées. Donc, ne pas hésiter, en fait, à pas s'enfermer dans cette bulle, mais à discuter autour de vous avec justement des gens qui ont des pensées différentes, ce que je disais tout à l'heure, et peut-être même faites des recherches en mode privé pour justement pas avoir de personnalisation des résultats. Et puis ne pas faire abstraction des résultats qui ne vous plairaient pas, essayer de comprendre pourquoi il y a une pensée différente. Donc privilégier le processus au résultat. Faut que je me dépêche. Et oui, alors application concrète, c'est que, et ça je l'ai connu dans ma première boîte, quand vous êtes trop souvent en mode pompier, j'ai été en mode pompier pendant 8 ans, à un moment donné on pose le crayon, quoi. Quand chaque jour vous êtes en train de résoudre des problèmes de prod, à un moment donné il faut pas hésiter à dire au client je pourrais pas te livrer là en 1 ou 2 jours, j'ai besoin d'une semaine, mais par contre trouver une solution justement pour corriger des problèmes sur le long terme, pour automatiser certaines tâches. Et toujours essayer de trouver le trade-off entre l'urgence du quotidien et le fait de s'améliorer. Donc ce qui est cool avec les sprints qu'on a par exemple chez Rocher, c'est d'avoir un sprint innovation, sprint interne en fait, qui permet de penser à des solutions justement d'amélioration. Et laisser ce temps-là, justement, c'est important. Bon, ça j'ai passé... Ouais, soyez curieux, j'ai déjà dit. Je dépêche. Apprenez à connecter les idées entre elles, c'est-à-dire on s'ouvre aux autres domaines, aux domaines fonctionnels, à d'autres domaines industriels pour essayer de trouver des idées qui peuvent fonctionner dans votre domaine. Et le travail en binôme, ouais. Ça, on peut le constater assez souvent, c'est restez pas tout seul avec vos idées, c'est échanger avec quelqu'un qui va être aussi motivé que vous, en binôme ou en squad, on peut être 3 ou 4.
pour justement confronter les idées, et c'est de là que peuvent naître des choses créatives en collaboratif. Et bien sûr, être créatif, ça ne veut pas dire créer quelque chose de nouveau, ça peut être juste améliorer ou réutiliser des idées qui fonctionnent ailleurs. Voilà, et j'ai pas eu le temps, enfin c'était un cookie, pas un talk, une petite référence à Raphaël Esterhazy, c'est un producteur, musicien, chanteur, enfin un artiste accompli. Il a fait un TEDx en fait, Libérez votre créativité, et je vous conseille vraiment de le regarder, parce que il a une... Il a eu un exercice en école de musique, c'était juste un son dégueulasse, une wave en fait vraiment horrible à entendre, ça fait comme ça. Et à partir de là, il devait faire une composition. Et en fait, son travail est incroyable à partir de ce son-là. Donc c'est un bon exemple de comment intégrer des idées qui viennent d'ailleurs pour réussir à produire quelque chose de nouveau. Merci, désolé, j'ai pas laissé de temps aux questions. Et du coup, je sais pas si on a le temps d'une question. Du coup, le taux suivant, c'est à 20, il est 15. On a laissé 5 minutes de battement. Bien joué, là, les gars. Ok.